Quand on parle de l'Égypte antique, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Les pyramides, bien sûr, les tombeaux majestueux, les pharaons. Mais on oublie souvent une question toute simple, mais essentielle. Où est-ce que les gens vivaient? Pas seulement les rois, non, mais les artisans, les administrateurs, les familles, bref, toute la société qui a bâti cette civilisation incroyable. Alors aujourd'hui, on va laisser les nécropoles de côté et on va plonger au cœur des lieux de vie, les villes de l'Égypte pharaonique. Alors, voilà la grande question. Les milliers de personnes qui ont construit ces monuments célèbres, où est-ce qu'elles logeaient? On pourrait s'imaginer des campements un peu improvisés, mais est-ce que c'était vraiment ça? Ou alors est-ce que c'était quelque chose de bien plus structuré? Eh bien, la réponse est assez fascinante en fait. Ils ne vivaient pas dans des camps, loin de là, mais dans de véritables villes planifiées, construites pour des objectifs très précis. Ce qu'on voit là, par exemple, ce sont les ruines de Deir el-Medina, un village du Nouvel Empire, bâti en plein désert pour les artisans qui décoraient les tombes de la vallée des rois. Et quand on regarde le plan, c'est là que ça devient vraiment parlant. On voit à quel point c'était organisé. Ce n'est pas juste un regroupement de maisons, non, c'est un village fortifié, traversé par une rue principale, avec des logements standardisés. Une véritable micro-société pensée dans les moindres détails par l'État. Alors, pour y voir plus clair, voilà ce qu'on va explorer ensemble. On va d'abord regarder la structure de ces cités, ensuite on verra pourquoi on les a fondées, puis on plongera dans la vie sociale de tous les jours. Et pour finir, on tentera d'entendre littéralement les voix de ces anciens citadins. Allez, on commence avec la structure des cités. Et la première chose à faire, c'est d'oublier l'idée de villes qui grandissent au hasard. L'urbanisme égyptien s'était réfléchi, intentionnel et incroyablement diversifié. Pour bien voir cette diversité, prenons deux cas extrêmes. D'un côté, on a le village fonctionnel, comme Deir el-Médine, isolé pour protéger des secrets. De l'autre, on a la grande capitale planifiée comme Alexandrie, avec son fameux plan damier parfait, conçu pour symboliser l'ordre et le pouvoir. Deux types de villes, deux visions du monde totalement différentes. Revenons un instant à Deir el-Médina. Son isolement, à l'époque du Nouvel Empire, ce n'est pas du tout un hasard. Il faut imaginer, ses habitants, les artisans, détenaient les secrets les mieux gardés du royaume. L'emplacement et les trésors des tombes royales. Le village était donc en quelque sorte une zone sécurisée où une main-d'œuvre ultra spécialisée vivait et travaillait sous contrôle, loin des regards indiscrets. Pour Alexandrie, par contre, on change complètement de dimension. Fondée par Alexandre le Grand, elle n'est pas née d'un besoin pratique, mais d'une volonté politique pure. Son plan en gris, ses larges avenues, tout, absolument tout, a été pensé pour être une représentation explicite du pouvoir, un théâtre de la grandeur royale à la face du monde. Et ça nous amène directement à notre deuxième point. Pourquoi fonder donc des villes en Égypte? La réponse est presque toujours la même, c'était une décision d'État, un acte qui venait d'en haut, du pouvoir royal. Cette citation de l'égyptologue Pierre Thaler résume parfaitement l'idée. Les villes, et surtout les nouvelles capitales, comme Tel el Armana ou Père Ramessès, étaient conçues comme des scènes de théâtre géantes où le pharaon mettait en scène son pouvoir, son idéologie et sa vision du cosmos. Chaque fondation de ville répondait à un besoin stratégique de l'État. Il y avait les villes de pyramides, qui étaient des centres administratifs pour gérer les grands chantiers. Les capitales, créées pour affirmer le pouvoir d'une dynastie. Les villages d'artisans, pour des projets secrets. Et même de véritables cités industrielles, comme celle découverte récemment près de Luxor, avec ses boulangeries, ses boucheries et ses logements ouvriers. Chaque ville avait sa fonction bien précise. Bon, on a pas mal parlé des grands plans et de la stratégie du pouvoir. Mais maintenant, plongeons au cœur de ces murs pour voir comment les gens y vivaient au quotidien. Et pour ça, Deir el-Médina est une source d'information absolument incroyable. C'est là qu'on a découvert le récit de ce qu'on considère comme la toute première grève de l'histoire. Sous Ramsès III, l'État a des difficultés et les salaires qui étaient payés en nourriture n'arrivent plus. Les artisans et leurs familles ont faim et leur réaction est stupéfiante. Ils arrêtent de travailler, ils sortent de leur village et ils vont manifester devant les temples. C'est un point clé, on découvre des gens organisés, conscients de leurs valeurs et capables de s'opposer à l'administration royale. Justement, le fait que ces artisans aient pu s'organiser comme ça nous force à revoir l'image classique de la société égyptienne. Cette fameuse pyramide, bien rigide, avec le pharaon tout en haut et une masse de paysans à la base, est-ce que c'était vraiment si simple? La réponse est non. L'archéologie moderne, en particulier, nous montre l'existence de couches sociales intermédiaires. Il s'agit d'artisans, de scribes, de contremaîtres, de petits fonctionnaires. Toute une frange de la population qui n'était ni l'élite dirigeante, ni la paysannerie, mais qui était absolument essentielle au fonctionnement d'État. Et on a une preuve fascinante de cette complexité. Le sceau personnel. On a découvert que même des travailleurs manuels ou des responsables qui ne savaient pas lire possédaient leur propre sceau, une marque unique, souvent sans écriture, qui leur permettait de sceller une porte ou une jarre. Ça prouve qu'ils avaient des responsabilités, un rôle reconnu dans l'administration locale. Cette complexité sociale nous amène à notre dernière partie. Comment ces gens s'exprimaient-ils? Est-ce qu'on a des traces de leur individualité,
loin des commandes officielles et rigides du pharaon? La réponse tient en un mot, l'ostracon. Le papyrus coûtait très cher, il était réservé aux archives de l'État. Pour le quotidien, les brouillons, les notes ou les dessins, on utilisait ce qu'on avait sous la main, des éclats de calcaire ou des morceaux de poterie. C'étaient les post-it de l'Antiquité en quelque sorte. Et le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'art officiel, des tombes très codifiées, symboliques, où chaque geste est calculé. Et de l'autre, sur les ostracas, on découvre une liberté d'expression totale, un trait vif, personnel et parfois même plein d'humour. C'est vraiment le jour et la nuit. Dans le grand puits de Dir el-Médina, on a retrouvé des milliers de ces ostracas. Et on y trouve de tout. Une commande de fenêtre avec les mesures et la mention « Fais le vide pour demain », des croquis d'entraînement et surtout des dessins incroyables. Des scènes satiriques avec des chats qui servent des souris ou des animaux qui jouent de la musique. C'est la révélation d'un imaginaire individuel complètement libéré des contraintes de l'art officiel. Et c'est là le point essentiel à retenir. Ces modestes éclats de pierre donnent une voix à ceux qu'on n'entend jamais dans l'histoire officielle. Ils nous montrent des individus avec leurs soucis du quotidien, leur sens de l'humour, leur talent, bien loin de l'image d'une masse anonyme de travailleurs. Et cette histoire est loin d'être terminée. L'archéologie continue de nous surprendre. Tout récemment, une ville entière de l'époque du grand pharaon Amenhotep III a été mise au jour, presque intacte. Une découverte majeure qui nous rappelle que notre connaissance de l'Égypte antique est en constante évolution. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Ces villes nous ont révélé des grèves, des classes intermédiaires et des artistes pleins d'humour. Alors la vraie question est, combien d'autres histoires, combien d'autres vies et d'autres voix attendent encore, silencieuses, sous le sable égyptien ?